Soyez les bienvenus ce dimanche matin sur les fréquences de Tendance Ouest. Aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois de juillet, je vous propose une rediffusion avec une émission enregistrée avec l'animateur de télévision Stéphane Bern, qui connaît bien aussi la Normandie. Bonjour. Bonjour à tous. Je connais assez bien la Normandie en fait pour y passer beaucoup de temps, comme j'imagine tous ceux qui aiment cette côte qui est absolument magique. Alors évidemment, on va dire que je vais toujours dans les endroits un peu à la mode, Deauville, Trouville, Cabourg. Et en plus, pour des émissions comme Secret d'Histoire, j'ai beaucoup tourné en fait sur cette côte parce que, notamment quand j'ai fait Monet, c'est vrai qu'il a beaucoup peint toute la vallée de la Seine qui va jusqu'à la mer. Et donc, je me suis trouvé comme ça à tourner dans des lieux absolument magiques. Mais j'aime aussi la Normandie, vous savez, la campagne en fait normande. On imagine toujours que je passe ma vie sur les planches. Non, pas du tout. Moi, j'aime bien aller du côté de Lisieux, Pont-l'Évêque. Vous êtes passionné par le patrimoine. Que vous inspire cette commune singulière que le Mont-Saint-Michel? C'est un lieu chargé d'histoire, chargé de symbolique, chargé de spiritualité aussi. Je crois que, vous savez, je pense toujours, quand je regarde la France et qu'on doute de nous-mêmes, je me dis, mais il faudrait qu'on ait un peu plus conscience des trésors architecturaux et historiques de notre pays, parce que quand les langues cesseront de parler, les pierres parleront encore. Et les pierres parlent pour nous et nous disent qu'on a la chance de vivre dans un merveilleux pays. Cette émission a comme mot-clé cœur et vie. Que vous inspirent ces deux mots, Stéphane Bern? Je suis quelqu'un de profondément amoureux de la vie. Je suis gourmand déjà. Il paraît que c'est bon signe. Je croque la vie à pleines dents. Ça n'empêche pas d'avoir des moments de doute, des moments de tristesse, des moments de gravité aussi, d'avoir connu des deuils ou des moments douloureux et difficiles. Quelle vie n'en connaît pas? Mais je crois qu'il faut d'abord aimer la vie parce qu'elle vous le rend bien. Et si vous souriez à la vie, elle vous sourit. J'ai toujours eu cette philosophie de la vie et ça m'a plutôt réussi. Quant au cœur, je crois que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font mon métier, un métier de médias, journaliste de presse écrite, animateur radio ou animateur télé, qui le font avec une forme de cynisme, c'est-à-dire avec la volonté de s'en mettre plein les poches et par velléité égotique, c'est-à-dire montrer leur tête à la télévision, être dans les journaux. Moi, c'est pas du tout ce qui m'a motivé. Ce qui me motive, c'est de partager mes passions avec le grand public. On connaît mes premières passions, qui étaient l'histoire, les têtes couronnées, enfin voilà. Donc le cœur est au cœur de ma vie, c'est-à-dire que ce qui m'anime, c'est avant tout le partage. C'est l'amour des gens dont je parle, mais l'amour des téléspectateurs aussi ou des auditeurs. J'ai besoin d'eux. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont créé, qui me font vivre aussi. Je peux pas l'oublier. Et je crois que ce qui a fait peut-être ma singularité, c'est peut-être la vraie sincérité. C'est-à-dire que ça se sent. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Et donc le cœur est vraiment au cœur de ma vie, pour le coup. Votre prénom en grec, Stéphanos, qui signifie le couronné, faut-il y voir justement, de par votre prénom, Stéphane Bern, une prédilection par rapport à votre passion pour les têtes couronnées? Écoutez, c'est plus tard, après vous vous interrogez sur la prédestination des prénoms, sur le fait que ça peut marquer ou créer une empreinte sur votre vie. Pour être franc, je me suis intéressé aux têtes couronnées bien après de connaître la signification de Stéphanos, le couronné en grec. C'est étrange quand même de penser que toute mon histoire personnelle est marquée de ce saut-là, avec un père qui s'appelle Louis et un grand-père qui s'appelait Henri. C'est vous dire que les rois de France aussi m'ont un peu marqué. Mais oui, je me suis passionné pour les têtes couronnées tout petit, mais pour d'autres raisons. Comme vous le savez, il y a évidemment la Grèce qui est mon pays d'adoption. La France c'est ma patrie, mais mon autre pays c'est le Luxembourg, d'où ma famille est originaire. Et je me suis passionné pour tous les chefs d'État, et puis enfin, dans l'histoire, toute l'histoire des dynasties européennes. C'est devenu ma spécialité, mais c'est vrai que j'ai toujours adoré ça. Depuis que j'ai 8 ans, je ne lis que des biographies historiques. Vous nous avez dit votre passion et aussi votre amour pour le littoral de cette belle région de France, la Normandie. Votre œil est tellement aiguisé que vous voyez le défaut dans la cuirasse. Y a-t-il des erreurs vis-à-vis desquelles vous avez un peu moins d'indulgence? Il y a des fautes pour lesquelles j'ai peu d'indulgence. C'est le manque de courtoisie, l'incivilité et le manque de respect d'autrui. Je trouve que on est tous à égalité sur cette planète, qui que nous soyons, quelle que soit notre naissance, notre rang social, tout cela n'a pas d'importance pour moi. Ce qui en revanche compte, c'est qu'on est tous des êtres humains, on partage le même avenir, on est tous sur la même galère, si je puis dire, et
on doit respecter les autres. Et j'ai du mal à supporter l'intolérance, l'ignorance, la bêtise, le racisme, enfin toutes ces qui sont au fond les mêmes mots pour le même mal en quelque sorte. C'est la méconnaissance de l'autre. Si on connaît l'autre, eh bien il nous est familier, on se rend compte. Vous savez, j'ai été très marqué par un homme qui était Sir Lawrence van der Post. Les gens ont peut-être oublié son nom. Il avait écrit sur le désert du Kalahari. On l'appelait vulgairement le gourou du prince Charles. Et c'est le parrain du prince William d'Angleterre. Et cet homme, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et il m'a beaucoup marqué. Et notamment, il m'a expliqué une chose qui m'avait troublé. Il m'avait dit, n'oubliez jamais que l'autre est un autre vous-même. Dès que vous comprenez ça, c'est tout bête, mais vous pensez à l'autre comme étant autrui, vous le pensez comme étant vous. Donc, quand on a des mauvaises pensées sur les autres, on les a aussi sur soi-même, donc il faut essayer de s'en dégager. Alors je dis pas que j'arrive à faire le bien tout le temps, je ne dis pas que je suis un être exemplaire, j'ai aussi mes manquements, mes égoïsmes, le repli sur soi est toujours une tentation, vous savez. Il m'arrive de penser un peu qu'il faut avoir du recul sur soi-même et se dire que il faut faire son métier sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. C'est un peu ma devise en fait. Stéphane Bern, dans le paysage audiovisuel où l'image prime parfois sur la sincérité, le règne du paraître sur l'être, entre accessoires et essentiels, comment trouver le bon rythme de danse pour que la partition musicale de votre vie ne s'intitule pas « Le bal des égos » ? Ça fait longtemps que j'ai fui ce bal des égos. J'ai pas beaucoup d'égos en fait. C'est la raison pour laquelle je doute de tout. Vous savez, moi je fais ce métier, c'est une névrose personnelle. C'est-à-dire que j'ai été élevé avec l'idée qu'on ne méritait l'amour et le respect de ses parents que si on faisait bien son travail. J'ai plus ma mère, mais bon, je considère que le public c'est un peu mes parents. C'est-à-dire que je ne peux justifier l'affection que le public me donne que par un travail acharné de chaque instant. Et j'ai le sentiment d'être un imposteur si je me tue pas à la tâche. Si vous voulez, ça évite le bal des égos. Vous pouvez pas vous être dans la vanité puisque vous êtes dans le boulot, vous êtes dans le travail permanent. Vous êtes obligé vous n'avez pas le temps de vous dire, regardez comme je suis bon couverture de tel magazine ou comme mon émission marche. Oui, ça n'a pas de sens puisque je ne sais pas profiter de ce genre d'opportunité-là. En revanche, ce qui me fascine, c'est le rapport avec le public sur le fond, c'est qu'ils aiment les secrets d'histoire, qu'ils les regardent, qu'on en parle, qu'ils m'écrivent, que j'essaie de répondre, que voilà, il y a un dialogue qui s'est instauré avec le public. Ça, c'est intéressant. Que pensez-vous, Stéphane Bern, de cette citation que j'emprunte à Michel Cole, qui dit « C'est fou le mal que l'homme se donne à se faire du mal ». Je trouve que la haine recuite est quelque chose qui n'est pas nécessaire. J'ai du mal à comprendre, par exemple, dans les divorces, qu'on puisse détester la personne qu'on a le plus follement aimée. On ne s'aime plus, mais je pense que l'amour est salvateur. L'amour du prochain, l'amour de ses parents, de sa famille, l'amour de son pays aussi. Je suis de ce point de vue-là très patriote. Je sais que ça n'a plus cours, ces valeurs, que je suis peut-être quelqu'un d'un peu désuet, mais je l'assume. Mais j'aime profondément mon pays. Et j'aime le genre humain, même si je vois bien ses faiblesses et ses tourments. L'humour est l'une des clés de voûte de votre existence, Stéphane Bern. Mais quelle distinction faites-vous entre humour et dérision ? Est-ce que l'on peut rire de tout ? Écoutez, on peut rire de tout à condition de commencer par rire de soi-même. Pour moi, dans humour, il y a humilité et dans dérision, il y a autodérision. Là où les humoristes commencent à m'ennuyer, c'est quand ils deviennent donneurs de leçons et éditorialistes. Ils sont pas là pour nous donner des leçons de démocratie, pour savoir pour qui on doit voter. Moi, ce que j'attends des humoristes, c'est d'être drôle. C'est le principe des bouffons du roi, du fou du roi, justement. C'était de pouvoir tout lui dire à condition d'être drôle. Moi, ça fait partie de ma vie parce que j'ai reçu beaucoup de moqueries dans ma vie. On s'est beaucoup moqué de moi. Mais jamais autant que moi-même, je me suis moqué de moi. Enfin, c'est mon autodérision qui fait toujours, je me dis, franchement, alors là, tu t'écoutes parler, hein, mon pauvre vieux. L'écriture est-elle, selon vous, le moment d'inscrire dans le temps une émotion, des secrets d'histoire aussi, mais est-ce que c'est au contraire l'enfermer dans le temps ou lui donner une nouvelle forme de liberté que de l'écrire sur du papier ? Écrire, c'est d'abord une démarche personnelle. C'est pour moi, c'est d'abord donner un sens à ma vie.
tout ce que je fais est fugace, vous vous rendez bien compte. Une émission chasse l'autre, et surtout des émissions quotidiennes à la radio ou à la télévision. Tout ça est éphémère. C'est un jeu médiatique incessant. Que restera-t-il de toutes ces émissions? Rien. Peut-être des archives à l'INA. Et encore, ou des bêtisiers dans lesquels on me verra faire n'importe quoi à la télévision. Mais c'est tout. L'écriture, c'est quelque chose qui reste. Peut-être des gens ont acheté mes livres, les auront dans une bibliothèque, on les rouvrira. Alors j'essaie de ne pas faire n'importe quoi quand j'écris. Et puis aussi, vous savez, c'est une distance que vous avez vous-même vis-à-vis de l'écriture. Il y a une réflexion un peu plus grande quand vous écrivez. Stéphane Bern, vous êtes donc passionné par l'histoire, par le patrimoine. Que pensez-vous de ces émissions de télé-réalité? Est-ce que vous accepteriez, vous qui êtes animateur de télévision et de radio, de participer à l'une de ces émissions de télé-réalité? Vous savez, au début, on prenait les téléspectateurs pour des imbéciles, mais aujourd'hui, les téléspectateurs sont tellement plus intelligents que les scénaristes qui mettent en scène cette soi-disant télé-réalité. La différence, c'est dans nos vies, il n'y a pas de scénario. On ne sait pas où on va. C'est ça qui est intéressant, c'est que on se dépatouille comme on peut avec une réalité à laquelle on est tous confrontés. On a tous les mêmes factures à payer, on a plus ou moins les moyens de les régler, hein. Il y a toujours une note à payer. L'image, elle est là. Elle est que on fait des rencontres, il y a ceux qui sourient à la vie leur sourit. Il y a ceux au contraire qui tournent le dos à la vie se montre cruelle avec eux. Vous pouvez pas scénariser ça. En revanche, dans cette télé-réalité, on prend des gens et vous les mettez comme des souris dans un laboratoire. Et vous les filmez, vous les observez. Et forcément, vous avez une espèce non pas de bouillon de culture, mais de bouillon d'inculture et de stupidité. Et les gens regardent ça. Alors les téléspectateurs, je vous dis, ils sont devenus plus intelligents, ils regardent ça comme on fait une étude sociologique. Mais est-ce que c'est sain pour une société? Je crois pas, je crois que ça s'est essoufflé, la télé-réalité. Cette forme-là. Ce qui reste, je trouve plutôt sympathique, c'est tous ces télécrochets où finalement on apprend à chanter, on chante, on gagne. Je trouve que c'est plutôt bien, parce qu'après tout, il reste des chansons. Des disques, au moins ils font quelque chose, ils ont un talent, ils ont une corde artistique qui vibre. Vous savez, autrefois quand j'ai commencé, on m'avait dit sur une grande chaîne, bon, c'est simple, toi t'es cultivé, très bien, tu fais ton rôle. On va te mettre à côté de toi, parce qu'il faut un couple, une fille jolie mais idiote. J'ai dit, mais vous vous rendez compte le sexisme de ça? Et je trouve ça terriblement humiliant. Continuons de faire connaissance avec vous dans cette émission Tendance Confidence ce dimanche matin. Une trilogie, croire en Dieu, croire en l'homme ou en vous-même, qu'est-ce qui vous apparaît le plus exigeant à vivre? Croire en Dieu, c'est croire en soi, c'est croire en l'homme. Puisque Dieu nous a fait, si on est croyant, à son image. Donc, détruire l'homme, c'est détruire l'image de Dieu. Donc, je crois que ce sont des images qui se superposent d'une certaine manière. Moi, je crois qu'il faut croire en soi. Ne pas croire en soi, c'est insulter la création divine. Moi, je crois en Dieu. Je suis un être spirituel. J'ai besoin de croire. Sinon, à quoi bon? On est là pour qu'on comprenne quelque chose de ce monde qui va à volo et qui... Vous savez, on nous a tellement fait croire qu'on allait vers le progrès. Moi, j'ai l'impression souvent que nous régressons. Et je me dis, mais on doit passer par des épreuves initiatiques. Il y a sans doute des leçons à tirer de tout ce qu'on est en train de vivre, de douloureux et de difficile. C'est quoi votre recette pour arriver à ce but? Il faut être un être de lumière et essayer de réenchanter le quotidien des gens. C'est une mission comme une autre, en se disant, c'est dur pour tout le monde. Alors on va essayer de rendre les après-midi de France 2 plutôt chaleureuses et sympathiques, ou les émissions d'histoire parce que les gens ont besoin de leurs racines, sinon ils sont perdus. Et puis voilà, d'essayer de faire des choses un peu divertissantes pour donner de l'espoir aux gens. Sinon, ça s'appelle du cauchemar, hein. Dans votre agenda surchargé, est-ce que vous avez encore du temps pour la méditation, pour le silence? Et est-ce que ce sont des dimensions que vous affectionnez particulièrement? Oui, absolument, c'est important. Vous savez, il m'arrive souvent, je le dis franchement, d'entrer dans une église, de mettre des cierges et de prier. Je veux pouvoir me regarder dans la glace au dernier jour en me disant, mais voilà, j'ai pas démérité. Ma mère qui est au ciel, elle me regarde, elle a pas honte de moi. C'est important, ce genre de choses. Ça vous surprend que dans la théologie chrétienne, Dieu se fasse bébé, Dieu se fasse embryon, c'est-à-dire que lui qui est éternel rentre dans la fragilité du temps et il n'y a rien de plus fragile qu'un enfant. Ça vous surprend dans cette théologie? Non, au contraire, je trouve que
c'est ce qui fait à la fois la fragilité et la beauté de la vie. C'est de nous faire comprendre peut-être que, d'abord en redevenant humain, l'image de Dieu est en nous. Et le fait d'avoir cette dualité, de devenir un enfant et un être humain, c'est justement pour nous rappeler à notre condition de simple mortel. En conclusion, je vous dirais ça, c'est que je prends les choses graves avec parfois une forme de légèreté qui me permet de les supporter, et je mets parfois beaucoup de gravité dans des choses qui, en apparence, sont légères. Parce que tout est léger et tout est grave. C'est à l'image de cette vie. On a tous des moments douloureux, difficiles, etc. Mais je pense qu'il faut avoir le recul nécessaire pour... c'est compliqué, sur le moment, quand on vit les drames, de se dire que la vie est plus forte. Ça vous donne une force de caractère, une énergie peu commune, et ça vous sert pour la vie entière. Pensez-vous que l'amour soit plus fort que la mort ? Ah, certainement, certainement. L'amour, quand même, va au-delà de la mort. Je donne un exemple qui m'est très intime. Mes parents ont vécu une histoire d'amour incroyable, comme mes grands-parents. Je suis issu de ça. Je me nourris de ça. Ça m'inspire et c'est un enrichissement pour mon existence. Vraiment, j'en suis très reconnaissant. Et quelle est cette dédicace que vous allez écrire dans le livre d'or de cette émission, Tendance Confidence ? Ne pas vouloir me prendre pour un prince, même si je les côtoie. On est simplement un maillon de la chaîne humaine. C'est la seule chose qui compte. On aura oublié dans 100 ans ce que j'ai pu faire de ma vie, mais j'espère en tant qu'être humain avoir fait des choses utiles, c'est tout. Merci beaucoup Stéphane Bern pour ce temps accordé à Tendance Ouest pour cette émission Au cœur de la vie. Merci beaucoup, c'était un moment très agréable. Podcast by Tendance Ouest.